Chapitre 5. Une réflexion géopolitique. À 25 ans, je me retrouvais donc réfugiée dans un nouveau pays. Comme le veut l'adage tibétain, en tant que réfugiés, les seules choses qui nous sont familières sont la terre et le ciel. À l'époque, il était impossible de saisir pleinement, et dans un contexte historique global, la signification de ce que ma patrie venait de vivre. Comme c'était prévisible pour moi et mes camarades tibétains, la première et principale expérience a été le choc du déplacement. Et juste après mon évasion, la tâche la plus urgente était tout le contraire d'une réflexion profonde. Il fallait immédiatement s'occuper de la dizaine de milliers de réfugiés qui étaient parvenus à me suivre au cours de mes premiers mois d'exil. Ce n'est que plus tard, quand le temps a permis un regard rétrospectif, qu'il m'a été possible de mener une réflexion plus générale sur ce qui était arrivé au Tibet. Le Tibet, ma patrie que j'avais été obligée de fuir, est un pays entouré de terre avec l'immense chaîne de l'Himalaya au sud, au-delà de laquelle se trouvent l'Inde, le Népal et le Bhoutan. Les déserts de l'Asie centrale au nord nous séparaient du Turkestan oriental et de la Mongolie, et à l'est, les plaines et les rizières habitées par les Chinois. Nous, les Tibétains, les habitants du vaste plateau tibétain, sommes des semi-nomades mangeurs de tsampa, de la farine d'orge grillée, qui occupent les grands hauts plateaux délimités au sud par l'Himalaya, imposant sous un ciel bleu profond. Les textes les plus anciens décrivent le pays en termes de hauts sommets et terre pure, et expliquent les origines de la race des Tibétains au visage rouge, mangeurs de viande, par l'union entre un singe et une ogresse qui vivait dans les rochers, dont 6 enfants naquirent. Dans l'histoire de nos origines, c'est d'eux que sont issus les Tibétains. Je l'ai entendu pour la première fois quand j'étais enfant, après mon arrivée à Lhasa. C'est un moine qui me l'a raconté en m'expliquant une fresque dans le palais du Potala où figurait un singe. D'après les historiens tibétains, le premier roi du Tibet était Nyatri Tsampo, dont le règne a débuté en 127 avant Jésus-Christ. En fait, un des systèmes calendaires traditionnels tibétains, le Bogyalo, l'année royale tibétaine, prend cette date pour marquer l'an 1, ce qui fait que 1950, l'année de l'invasion communiste chinoise, et l'an 2077, dans le calendrier tibétain. Une ancienne chronique affirme que ce roi est descendu du paradis et est venu de son propre chef pour devenir le seigneur de tous, du paradis, jusqu'au centre de la terre, au cœur du continent, dans l'enclos des montagnes enneigées, aux sources de toutes les rivières où les montagnes étaient hautes, la terre pure, le pays beau, un lieu où prospéraient les chevaux rapides. Étant donné la géographie exceptionnelle du plateau tibétain, que nous appelons souvent le toit du monde, nous avons développé au cours des millénaires un style de vie et une culture qui sont adaptés de manière unique à l'environnement et à l'écologie de la haute altitude. Pour nous, les Tibétains, l'empereur Tsongtsen Gampo, au 7e siècle, a été notre plus grand roi, et son règne a été marqué par une série d'accomplissements notables qui ont enrichi la civilisation tibétaine. C'est sous sa férule que le système d'écriture tibétain actuel a été inventé et que les premiers textes bouddhistes ont été apportés d'Inde et traduits du sanskrit. L'empereur a établi un système juridique universel, standardisé les poids et les mesures à travers le plateau tibétain et introduit de nombreuses innovations dans l'agriculture et l'artisanat. C'est aussi au cours de son règne que deux des plus anciens temples du Tibet, Jokang et Ramoshe, ont été construits pour abriter 2 statues sacrées du Bouddha, rapportées du Népal et de Chine par les 2 princesses que l'empereur Songtsen avait épousées. Enfant déjà, je connaissais le conte de l'ancien mariage entre Songtsen Gampo et Wengang, la princesse chinoise, que Taichung, l'empereur Tang, lui avait donnée pour épouse. Chaque été, j'attendais avec impatience le festival Shoton, à Lhasa, durant lequel des opéras étaient joués dans les jardins du palais du Norbulinga. L'un d'eux, très connu, raconte l'histoire de leur mariage, et aussi celle d'une autre union, avec Brikuti, une princesse népalaise. Comme chez beaucoup de voisins de longue date, partageant une longue histoire, il y a eu des hauts et des bas dans la relation entre la Chine et le Tibet,
des périodes d'amitié, d'autres de tolérance froide, des prises de bec et des conflits ouverts. Néanmoins, l'invasion violente du Tibet par la Chine communiste est une tragédie sans précédent pour le peuple tibétain. Rétrospectivement, j'en suis venu à comprendre comment le Tibet et son peuple ont été victimes des circonstances tragiques de l'histoire. Les grandes puissances qui avaient des liens historiques avec le Tibet étaient toutes préoccupées de bien des façons pendant cette période cruciale. La Grande-Bretagne, qui après tout avait envahi le Tibet en 1903-1904, venait de renoncer à l'Inde et n'avait aucune envie de se mêler de la politique de l'Asie du Sud et centrale. L'Inde avait acquis son indépendance le 15 août 1947 dans les affres d'une partition extrême traumatisante et presque aussitôt, en octobre de la même année, elle avait été entraînée dans une guerre avec le Pakistan, également récemment partitionné, qui avait duré jusqu'au 1er janvier 1949. Personne n'avait d'appétit pour un autre conflit avec un autre voisin dans la zone de la guerre précédente. Les États-Unis s'intéressaient au Tibet dans le cadre de leur volonté d'entraver la progression du communisme après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La dernière chose qu'ils avaient envie de faire, c'était de reproduire en Asie ce qui s'était passé en Europe juste après cette guerre. Pendant la guerre civile chinoise entre 1946 et 1949, par exemple, les États-Unis avaient apporté un soutien significatif au gouvernement nationaliste chinois de Chiang Kai-shek, qui avait perdu. Et pendant la guerre de Corée, entre 1950 et 1953, ils avaient envoyé des troupes au sol pour aider la Corée du Sud à se protéger de l'invasion de la Corée du Nord, cette dernière étant soutenue par l'Union soviétique et la Chine communiste. L'aide plutôt minime que les États-Unis ont apportée au Tibet était largement motivée par leur politique globale de lutte contre la marée communiste en Asie. Historiquement, ce qui s'est passé en Mongolie plus ou moins à la même époque constitue au moins un point de contraste d'un intérêt profond. En 1911, quand la dynastie mandchoue est tombée, le statut politique de la Mongolie était exactement le même que celui du Tibet. La Chine nationaliste affirmait que le Tibet faisait partie de son territoire, de même que la Mongolie. Ce n'était pas une coïncidence si la Mongolie et le Tibet ont signé en 1913 un traité bilatéral réitérant leur indépendance respective. Comme l'Union soviétique avait soutenu l'indépendance de la Mongolie, à la suite d'un référendum en 1945, les puissances mondiales avaient convaincu Chiang Kai-shek d'accepter le résultat de ce scrutin. Ainsi bien qu'en ayant réduit sa taille, la Mongolie est aujourd'hui un pays indépendant et membre des Nations Unies. Nous, les Tibétains, n'avons pas eu autant de chance. Nous en sommes partis nous-mêmes responsables, tandis que le reste du monde prenait conscience de l'importance de la compréhension globale de la place des nations, surtout à la suite de la Première Guerre mondiale. Les Tibétains ont enfui la tête dans le sable. De graves erreurs ont été commises pendant cette période. Par exemple, trop peu d'initiatives systématiques ont été entreprises pendant ce laps de temps crucial pour réaffirmer le statut d'indépendance du Tibet au niveau international. Les mesures que le 13e Dalai Lama a prises pour réformer le pays, notamment en matière d'éducation et de défense, ont été largement contrariées par divers intérêts corporatistes et différentes élites. Après sa mort en 1933, on aurait pu faire des efforts pour intégrer des forums internationaux comme la Société des Nations et plus tard les Nations Unies. Le point essentiel étant que, à l'exception du 13e Dalai Lama, les élites dirigeantes du Tibet ne comprenaient tout simplement pas que dans la nouvelle réalité politique du XXe siècle, un pays ne pouvait pas se concentrer de profiter de son indépendance. Il fallait qu'il fasse une série de gestes devant la communauté internationale pour démontrer sa présence sur la scène mondiale en tant qu'État souverain parmi les autres. Alors que les nuages sombres s'amoncelaient autour du Tibet, il est particulièrement malheureux que l'élite dirigeante, dont mes deux régents successifs, se soit focalisée sur des rivalités politiques internes qui ont culminé en 1947, avec la mort de mon premier régent, Reten Rinpoché.
Ainsi, quand l'armée populaire de libération s'est massée à nos portes en 1950, le Tibet n'était absolument pas prêt et il était trop tard. Quand je songe à la vie politique de mon précepteur, de mon prédécesseur immédiat, le 13e Dalai Lama, j'y vois un parallèle frappant avec mon propre karma.